très rapidement, la commission finance islamique a donc été mise en place par Paris Europlace à la demande du Trésor, et je dois dire qu'il y a une volonté politique forte depuis le second semestre 2007 pour développer la finance islamique en France. Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela. La présence des musulmans en France, la volonté, de manière très pragmatique, de financer l'économie française en utilisant toutes les ressources possibles, et puis il y a également l'intérêt de la place de Paris pour ce qui est une finance alternative, intéressante, parce que simple, et on voit aujourd'hui les beautés de la simplicité, parce que pérenne, parce que également participative, en ce sens que le bailleur de fonds ne perçoit pas une rémunération en fonction du seul écoulement du temps, mais qu'il a un comportement de quasi-entrepreneur, il est associé au profit et aux pertes, et dans la finance islamique, jamais le lien n'est rompu dans le rapport du rendement et du risque, alors que récemment, on a pu voir que ce lien a été rompu dans la finance conventionnelle. Et puis enfin, la finance islamique finance l'économie réelle et les actifs tangibles, et on voit aussi aujourd'hui l'intérêt qu'il y a à ne pas nécessairement souscrire à des actifs purement financiers. Pour toutes ces raisons-là, il y avait de bonnes raisons que la place de Paris s'occupe de la finance islamique et de voir dans quelle mesure est-ce que notre cadre juridique et fiscal français fonctionnait et permettait d'accommoder ce type de finance. Donc, commission qui a été mise en place en janvier 2008, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois, nous avons rendu nos premières conclusions en juin 2008, vous voyez que tout ça est très récent, et nous en avons tiré 3 leçons. Première leçon, le fait que les principes dits de la charia, on les retrouve peu ou prou, d'une manière ou d'une autre, en droit français. La prohibition de l'usure, on la retrouve, la prohibition de la spéculation et du jeu, il a fallu à chaque fois des lois pour permettre des marchés à terme en France. Bon, rien de tout cela nous est parfaitement étranger. Donc, des principes analogues, ou en tout cas, qui ne nous sont pas étrangers. Deuxièmement, quantité d'institutions qui existent d'ores et déjà permettent de faire de la finance islamique. Nous faisions de la finance islamique sans le savoir, un peu comme M. Jourdain avec la prose. Nous avons le régime du crédit bail qui correspond pile poil à l'idéal type contractuel qu'est l'IJARA. Nous avons l'ensemble de nos outils de la gestion collective. Là, je rentre un peu plus dans le sujet, je cesse d'être hors sujet, où nous avons notre cadre juridique sur les OPCVM, nous avons la première industrie européenne de gestion collective, et nous avons un outil, un cadre juridique qui convient là aussi parfaitement. Nous avons la possibilité d'émettre des obligations indexées, des obligations traçantes, avec une rémunération qui est fonction de la performance de l'actif sous-jacent. Nous avons la possibilité de mettre en place des prêts participatifs. Bref, nous avons quantité d'outils, d'ores et déjà, qui permettent de faire de la finance islamique. Nous ne le savons pas, maintenant, nous en sommes conscients. Et donc, nous en sommes revenus à l'identification des quelques points qui posaient problème, points qui relèvent essentiellement des points d'ordre fiscaux, et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé après l'encouragement donné par la ministre de l'économie en juillet, réaffirmant en juillet dernier son intention de faire de la place de Paris le centre de la finance islamique en Europe. Nous avons travaillé avec le ministère de l'économie et des finances à cette instruction fiscale du 25 février dernier, qui est une instruction importante, puisque d'une part, comme l'indiquait Arnaud Bresson, elle assure la neutralité fiscale des opérations de mouraba, vous savez, ces opérations d'achat et d'achat d'un actif suivi d'une revente à terme avec un crédit vendeur. Quand ça porte sur un actif immobilier, évidemment, ce double transfert de propriété posait des problèmes en termes de droit d'enregistrement. Nous avons mis en place, nous avons étendu le régime fiscal des marchands de biens, et puis nous avons également précisé le régime de la rémunération versée au titre des soukouks, puisque ces soukouks versent une rémunération qui ressemble un petit peu au dividende, et que le dividende n'est pas déductible fiscalement. Il fallait réaffirmer 2 choses que dit cette instruction. Premièrement, la rémunération est déductible pour l'émetteur. Deuxièmement, il n'y a pas de rémunération pour les investisseurs non résidents. Bon,
Je fais juste une petite chose, parce que c'est important. Nous poursuivons très activement les travaux. Nous avons encore un chemin important à parcourir. La prochaine étape, et elle sera demain, c'est de boucler le régime juridique applicable à l'émission de sous-cook en droit français. Je sors d'une réunion à Bercy précisément sur le sujet et nous allons travailler à une modification de la loi sur la fiducie pour permettre l'émission de sous-cook en droit français. Quand est-ce que vous pensez que l'on pourra émettre des sous-cook en France ? J'ai de bonnes raisons de penser que la volonté politique du gouvernement est absolument intacte sur le sujet et qu'on devrait, je l'espère, voir des sous-cook cotés bientôt à Paris. En toute hypothèse, j'espère avant la fin de l'année. D'accord, merci beaucoup.